C'est toujours un réel plaisir, chers téléspectateurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, plus de 150 foyers, soit environ 800 personnes, ont été déplacés dans des sites d'accueil pour s'instrer à Murundave, dans la capitale de Ménabé, suite en raison de la montée de la mer. Plusieurs quartiers sont sous l'eau et la mer a même atteint le centre-ville de Murundave ce matin. Cette situation est aggravée par la stagnation de l'eau due à la présence de constructions illégales, selon les informations recueillies. Andoniana Martina, Sai Silva et Sech Anjanab. Les images captées tôt ce matin montrent une ville de Murundave submergée. Plusieurs quartiers sont touchés. Et parmi les infrastructures inondées figure le commissariat de police du centre-ville. L'eau a envahi les locaux administratifs, endommageant de nombreux équipements. D'après les informations reçues, cette situation résulte principalement de la montée de la mer, un phénomène naturel lié à l'équinoxe. En plus de cela, l'accumulation des eaux stagnantes et les vents violents qui soufflent sur la ville depuis 4 jours ont aggravé la situation. Au total, 152 foyers ont dû être évacués aujourd'hui à Murundave à cause de cette situation. Selon les autorités locales, ces 800 sinistrés ont été relogés dans les centres d'accueil prévus à cet effet. Les responsables ont également pris des mesures pour leur prise en charge. Et selon les prévisions météorologiques, les fortes pluies continueront d'affecter les côtes ouest, sud-ouest, sud et sud-est de Madagascar en raison de la présence du cyclone Ondé au sud du pays durant les 2 prochains jours. L'alerte rouge pour la montée des eaux est en vigueur pour les populations vivant le long des rivières Linta, district d'Ampani, Menarange, district de Belou et Manambouv, district de Tsiumbe. Les détails. À 10 h ce matin, le centre du cyclone tropical intense Ondé se situait à environ 90 km au sud-sud-ouest d'Anjok, Ampani. Il générait des vents soufflant à 120 km/h, accompagnés de rafales atteignant 165 km/h près de son centre. Le phénomène se déplaçait vers l'est-sud-est à une vitesse de 11 km/h. Les masses nuageuses associées à ce cyclone couvrent toujours les régions du sud-ouest et de l'Anjouï, générant des rafales pouvant dépasser 90 km/h, selon le service météorologique. La mer restera agitée entre Murumbe et le cap Vuimen, avec des vagues estimées à 3 mètres entre Vangaijan et Tolanyar, 3,5 à 4,5 mètres entre Bessalimpi, Murumbe, le cap Vuimen et Tolanyar, et entre 5 et 8 mètres entre Murumbe et le cap Vuimen. Les habitants vivant près des rivières Lint, Menarange et Manambouv doivent rester vigilants en raison de l'alerte rouge pour risque de crue. Par ailleurs, les précipitations continueront jusqu'à dimanche avec des cumuls de pluie estimés entre 70 et 130 mm en 24 heures. Dans un tout autre sujet, la cérémonie officielle d'installation des 16 maires élus dans le district d'Avarajan s'est tenue aujourd'hui au stade d'Alassour. En charge de développement local, ces nouveaux élus ont reçu un message clair des représentants de l'État. Le gouvernement reste ouvert à toute collaboration et le développement ne doit pas être une question d'appartenance politique. Les 16 maires récemment élus dans le district d'Avarajan sont exclusivement des hommes. Bien qu'ils appartiennent à différentes partis politiques, ils partagent un objectif commun, le développement de leurs communes respectives. Le représentant des maires a ainsi lancé un appel à l'unité et au respect des intérêts de la population en insistant sur la transparence et la lutte contre le favoritisme dans la gestion des ressources. L'objectif est de faire d'Avarajan un district exemplaire, loin de toute forme de corruption. Le gouvernement est prêt à collaborer avec tous les maires, a affirmé le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, également ministre coach d'Antananarivo, Gérard Andjamanouissou. Il a rappelé que plusieurs infrastructures
ont déjà été mises en place dans le district d'Avarajan et que d'autres projets verront le jour grâce à des partenariats. De son côté, le président du Sénat, le général Ravalmanana Richard, en tant que garant des collectivités territoriales, a exhorté les nouveaux maires à se concentrer sur le développement et non sur les rivalités politiques. Il a souligné l'importance de la solidarité pour marquer leur mandat d'une empreinte positive, l'histoire de leur commune. Cette installation officielle marque ainsi le début du mandat de 5 ans des 16 maires du district d'Avarajan, leur conférant l'autorité et la pleine responsabilité de la gestion communale. Dans les actualités également, les partenaires chinois, en collaboration avec le secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire, s'engagent à financer la construction d'infrastructures de production agricole à Madagascar. L'objectif est d'augmenter le rendement rizicole et d'améliorer les revenus des agriculteurs en accord avec la vision du gouvernement. La commune d'Ambouibar, dans le district de Muramang, sera la première bénéficiaire de ce projet en raison de son fort potentiel de production et de la compatibilité de ses terres avec les techniques agricoles modernes. Un reportage de Antoniana Martina, Sai Sylvain et Sej Anjanab. Le site concerné par ce projet est une plaine de 200 hectares située à Ntsapazan, dans la commune rurale d'Ambouibar, district de Muramang, région Alochamangour. Des centaines de riziculteurs y travaillent, mais ils font face à de nombreuses difficultés, notamment l'absence de barrages d'irrigation, ce qui limite leur production, ainsi qu'un manque de formation technique. Face à ces défis, le gouvernement a décidé d'intervenir en lançant un nouveau projet en partenariat avec les investisseurs chinois, explique le député Irmar, élu dans le district de Muramang, le docteur Louva Irzurazobeln. Les partenaires chinois ont réaffirmé leur engagement financier pour la mise en place d'infrastructures agricoles lors d'une visite sur le terrain avec le secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire. Parmi les réalisations prévues figure la construction d'un barrage d'irrigation couvrant une vaste superficie et l'installation d'une grande usine de transformation. Toutes les conditions sont réunies pour développer l'agriculture et améliorer le niveau de vie des agriculteurs d'Ambouibar dans le district de Muramang. En complément de cette coopération, le gouvernement prévoit également des travaux de réhabilitation routière, un projet présidentiel destiné à faciliter l'acheminement des récoltes vers le marché. Un autre volet du projet concerne l'installation de kiosques numériques pour les agriculteurs, leur permettant d'accéder à des formations et à des conseils techniques. Et puis 26 géomètres experts qui ont prêté serment aujourd'hui au palais de la justice à Noussi vont exercer leur métier de géomètre professionnel à partir de maintenant et étoffer le nombre de ceux qui sont déjà en exercice. Étant donné leur effectif croissant, certains exercent au niveau des districts actuellement, selon le président de l'ordre des géomètres experts de Madagascar, Natera Gutmaaf Nzaranjansu. Ces 26 géomètres experts qui ont prêté serment aujourd'hui au Palais de la Justice à Noussi vont étoffer le nombre des plus de 350 géomètres experts déjà en exercice dans toute la grande île. Ils vont être répartis dans tout le pays après cette prestation de serment et exercer après 7 ans d'études. Pour rappel, pour être géomètre expert, il faut déjà avoir un diplôme d'ingénieur auprès de l'École supérieure de Polytechnique, soit 5 ans d'études complétées d'un stage de 2 ans, selon un de ses sortants aujourd'hui. Après ces 7 ans d'études, il prête ainsi serment de servir le peuple malagasy avec respect et cela sans corruption. Un géomètre expert est aussi qualifié comme quelqu'un qui règle les problèmes liés aux litiges fonciers car il exerce son métier afin que la population puisse bénéficier de ses droits d'acquérir un terrain selon sa superficie, que ce soit un terrain acheté ou un héritage. Le président de l'ordre des géomètres experts a souligné que seuls les géomètres experts qui ont prêté serment peuvent exercer ce métier. De plus, l'ordre est déjà en cours de réforme de la loi afin qu'ils puissent travailler en toute légalité. Les géomètres experts commencent déjà à se répartir dans toute la grande île actuellement, selon le président de l'ordre. Leur nombre est déjà assez suffisant pour arriver au niveau des communes actuellement. Avec ces 26 nouveaux arrivants, on compte actuellement 367 géomètres experts dans tout le pays.
Dans les actualités sociales, 152 enfants issus de 14 Fuktan du 6e arrondissement ont reçu aujourd'hui pour la première fois leur extrait de naissance grâce à une collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo et l'OIF. Désormais, ces enfants sont officiellement reconnus comme citoyens et peuvent faire valoir leurs droits. Le délégué du 6e arrondissement rappelle aux parents l'importance de déclarer la naissance de leurs enfants dans les 30 jours suivant l'accouchement afin qu'ils puissent obtenir ce document essentiel. Détails sur les images de Yves Janel. Aujourd'hui encore, de nombreux parents ne déclarent pas la naissance de leurs enfants à l'état civil dans le délai légal de 30 jours pour diverses raisons. Florence, par exemple, n'a obtenu son extrait de naissance que bien plus tard, après être devenue mère à son tour, car ses parents ne l'avaient jamais déclaré à sa naissance. Conséquence, son propre enfant, âgé de 9 ans aujourd'hui, vient seulement de recevoir son extrait de naissance. Quant à Marguerite, c'est l'éloignement géographique qui a empêché ses enfants d'inscrire son petit-fils à l'état civil dans les délais imposés. Toutefois, ces femmes sont conscientes de l'importance d'avoir un acte de naissance. L'extrait de naissance est un document fondamental qui atteste de l'identité d'une personne. Il est indispensable pour établir de nombreux documents administratifs, s'inscrire à l'école ou passer des examens. La commune urbaine d'Antananarivo poursuit ainsi ses efforts pour sensibiliser les parents à déclarer leurs enfants dans les délais légaux. Des projets sont également en cours pour simplifier cette procédure, souligne le délégué du 6e arrondissement, Rabbenadja Sana Arniena Michel. Aujourd'hui, grâce à cette initiative conjointe entre la commune urbaine d'Antananarivo et l'OIF, 152 enfants du 6e arrondissement ont pu obtenir leur extrait de naissance, un pas essentiel pour leur avenir. Et la coopération entre le gouvernement malagasy et le Programme des Nations Unies pour le développement ou PNUD pour l'année 2024 a été un succès selon l'évaluation réalisée cette semaine. Cette collaboration repose sur 3 grands axes et s'étendra de 2024 à 2028. Khadraman Zatouf, Sech Anjanab. Les principaux domaines de coopération entre le gouvernement malgache et le PNUD pour la période 2024-2028 sont la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité, la création d'emplois, l'accès à un travail décent et le développement économique, la gestion durable de l'environnement. Cette semaine, un bilan des réalisations pour l'année 2024 a été effectué, mettant en avant des résultats concluants. Concernant le premier axe, le PNUD a apporté son soutien au bon déroulement des élections organisées dans le pays en 2024, notamment les élections législatives de mai et les élections municipales de décembre. Il a également contribué à l'élaboration de la politique nationale de la décentralisation et au renforcement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Sur le deuxième axe, relatif à l'emploi et à l'économie, le PNUD a soutenu la mise en œuvre du processus d'adhésion de Madagascar à la zone de libre-échange continentale africaine, OUZLCAF. Il a aussi accompagné l'amélioration de la gestion des finances publiques. Enfin, concernant le troisième axe, dédié à l'environnement, le PNUD a renforcé l'expertise en matière de gestion environnementale conforme aux réglementations en vigueur. Il a également appuyé le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le renforcement des compétences et des capacités de gestion. Ces actions ne sont qu'un aperçu de nombreuses initiatives mises en place en 2024 dans le cadre de ce partenariat qui couvre divers autres secteurs stratégiques. Poursuivant par les actualités internationales, Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, dit assumer l'entière responsabilité des échecs mis en évidence par une enquête interne publiée jeudi par l'armée israélienne sur le 7 octobre. L'armée israélienne a reconnu un excès de confiance l'ayant conduite à sous-estimer les capacités du Hamas. France 24. Herzi Halevi avait annoncé sa démission le 21 janvier, assumant sa responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Une responsabilité qu'il porte à nouveau ce jeudi, alors que les conclusions d'une enquête interne ont été publiées.
Conclusion qui parle d'un échec total de l'armée israélienne. Je porte également le poids de toutes vos responsabilités que je considère comme les miennes. Et lorsque je vois l'un de mes subordonnés qui a commis des erreurs, j'y vois aussi ma part de responsabilité. Selon l'enquête, la division militaire chargée de Gaza a été submergée dès les premières heures de l'attaque, laissant les civils démunis face aux combattants du Hamas. L'armée israélienne reconnaît avoir péché par excès de confiance, eu des idées fausses sur les capacités militaires du mouvement islamiste et de ne pas avoir imaginé un tel scénario. Je crois que chaque officier de l'armée et chaque soldat doit assumer le commandement comme s'il était lui-même le commandant le 7 octobre. Et ce, pour voir comment il peut améliorer les choses pour les nombreuses années à venir. L'enquête révèle qu'environ 5000 combattants se sont infiltrés en territoire israélien durant l'attaque. Au total, 1218 personnes ont perdu la vie sous les balles du Hamas, en majorité des civils. En Espagne, une mesure exceptionnelle. Le gouvernement de Pedro Sánchez régularise les migrants en situation irrégulière touchés par les inondations du 29 octobre 2024. Objectif, les sortir de la précarité et leur donner accès aux aides de l'État. Reportage de France 24. Le 29 octobre dernier, Liliana et sa fille Laura ont tout perdu. On a dû sortir tous les vêtements dans la rue pour les jeter. L'eau s'est engouffrée dans la maison de ces deux Colombiennes à Alfafar, l'une des communes les plus affectées par les inondations. Laisse-le sortir. Elle a tout détruit sur son passage. On doit tout recommencer à zéro. C'est comme quand tu arrives dans ton pays sans rien, juste avec une valise. Sauf que cette fois, on n'a pas de valise. Et puis on a perdu notre travail, ma mère et moi, parce que les personnes pour qui on travaillait ont aussi été touchées par les inondations. Sans papier, Liliana et Laura n'ont pas pu toucher les aides de l'État. Pour faire face à cette situation, le gouvernement espagnol a décidé de régulariser jusqu'à 26 000 migrants victimes des inondations. Bonjour, bienvenue. Dans cette association, une cinquantaine de personnes sont venues s'informer sur les démarches à suivre pour en bénéficier. Vous avez 3 mois pour en faire la demande. Elles pourront obtenir des titres de séjour et de travail d'1 an renouvelables. C'est une question de justice. Les migrants, comme l'ont fait les Espagnols, se sont impliqués dans les travaux de nettoyage et réparation après les inondations. Ils vont pouvoir accéder à cette régularisation en fournissant une attestation d'hébergement dans l'une des communes affectées, un casier judiciaire vierge et une copie de leur passeport. Autre objectif du gouvernement, fournir de la main-d'œuvre aux entreprises de la région. Couvre les tâches, s'il te plaît, là-bas aussi. Suite aux inondations d'octobre, cet artisan a 3 fois plus de travail et il peine à recruter. Cette mesure va beaucoup nous aider. Une fois que ces personnes auront des papiers, on pourra les embaucher. J'ai besoin de 10 à 15 travailleurs de plus. Pour reconstruire les villes dévastées par les inondations, la région de Valence fait face à un déficit de 40 000 travailleurs. Et pour terminer, 2 explosions lors d'un meeting du M23 hier à Bukavu, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, récemment tombée sous le contrôle du groupe armé, ont fait au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Le président Félix Tshisekedi condamnant un acte terroriste odieux. France 24. Des milliers de personnes avaient été tenues d'assister à ce rassemblement convoqué par Corneille Nangaa. Alors que le chef rebelle quittait la zone, une explosion a retenti, suivie d'une seconde, dispersant une foule terrorisée. Certains bravant leur peur pour assister les blessés. Beaucoup de gens viennent de mourir. Alors que le président du mouvement quittait le podium, des gens ont été tués. J'ai vu 7 corps. Nous ne savions pas qu'il y avait des gens mal intentionnés parmi nous. Nous avons entendu l'explosion. On a retrouvé des gens blessés. Moi aussi j'étais blessé, mais Dieu merci, nous sommes en vie. Ce rassemblement était la première apparition du chef rebelle Corneille Nangaa depuis que les combattants du M23 ont pris le contrôle de Bukavu. Il accuse le gouvernement congolais d'être responsable de l'attentat sans fournir de preuves. Le président Félix Tshisekedi, quant à lui, dénonce un acte terroriste odieux, commis par une force étrangère, illégalement présente sur le territoire congolais. Bukavu et Goma, les capitales des provinces du Kivu, avaient été conquises ces dernières semaines par le M23, soutenu selon l'ONU
par quelques 4000 soldats rwandais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude Ranjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et bonne soirée sur Viva.